je vais aborder ce matin. Et on va commencer sans attendre avec bonjour et bienvenue. Vous n'oserez plus rentrer dès qu'on a commencé à parler. C'est je vous en prie. Alors pour ceux qui auraient regardé les affiches dans le hall, ce n'est pas la conférence sur l'éco-orgasme. C'est ça pourrait avoir son intérêt aussi, mais je suis pas sûr d'être super compétent sur le sujet. Donc c'est sur l'impact de la formation professionnelle pour les Greta. C'est comme ça. C'est j'ai oublié que c'était enregistré, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, c'était pour que vos collègues puissent rentrer tranquillement, que vous soyez concentrés sur autre chose. Quatre thématiques. On va commencer par ce qui est le socle, en fait, et ce qui est sans doute la transformation la plus puissante qui innerve toutes les autres. C'est que l'on a souhaité avoir une approche beaucoup moins réglementée et beaucoup moins standardisée de la formation que ce que l'on a pu avoir jusqu'à présent. Moi, j'ai tendance à dire que c'est la première fois que l'on a une vraie définition de la formation professionnelle continue. On avait jusque-là une définition qui était très articulée finalement à la formation telle qu'on la pratique ou qu'on la connaît dans, même si évidemment les pratiques sont diversifiées et évoluent, mais dans la formation initiale, qui a été beaucoup la référence. Là, on a basculé sans doute sur autre chose, et vous savez que quand une loi bascule de cette manière-là, c'est jamais par hasard et c'est rarement en innovation totale, c'est juste parfois pour coller aux pratiques. C'est-à-dire que les pratiques évoluent bien évidemment avant les textes, mais là on essaie d'avoir une articulation. Et plus fondamentalement, je crois qu'il y a une volonté de la part de ceux qui ont conduit cette réforme de ne plus trop s'attacher aux moyens et de s'attacher essentiellement aux résultats en laissant une grande liberté sur les moyens que l'on pourrait utiliser pour globalement développer les compétences des personnes. Donc ça, ce sera la première thématique. Il y en a une seconde. J'ai pris 4 thématiques qui sont toutes faites de rupture. Il y en a une seconde qui est la maquette financière. En apparence ou peut-être en surface, les choses peuvent ressembler beaucoup au passé. On a toujours des contributions d'entreprise, toujours des organismes pour les collecter, même si les circuits changent un peu, toujours des tiers payants dans le système de la formation. Parfait. C'est la première fois quand même que l'on a un organisme de régulation financière et qu'on n'a plus d'étanchéité entre les dispositifs. Je m'explique, jusqu'à présent, quand on avait 800 millions d'euros pour le congé individuel de formation, on avait 800 millions d'euros pour le congé individuel. Quand on avait 800 millions pour le CPF, on avait 800 millions pour le CPF. Bon, aujourd'hui, on a un système où on nous dit il y a une première priorité qui sera financée quoi qu'il arrive, c'est l'apprentissage, et le reste, on le financera s'il en reste. Je résume un peu, mais c'est la déclaration encore hier de Muriel Pénicaud. Il y a un dispositif à financement illimité garanti, et comme on n'a pas fait le choix par avance d'augmenter les contributions des entreprises, on dira à contribution constante, si ce dispositif-là se développe, nous prélèverons sur les autres dispositifs, et donc on a des variables d'ajustement, ce qui veut dire que quand on s'engage, si vous voulez, dans des programmes ou dans des actions qui sont articulées à des dispositifs, on n'aura pas forcément de visibilité très longtemps en avance sur les niveaux réels disponibles de financement. Ça va être une difficulté d'ailleurs pour le fonctionnement des OPCO qui étaient habitués à avoir un budget quasiment connu une année à l'avance. C'est plus du tout le cas puisqu'ils sont susceptibles d'avoir des arbitrages et des régulations en cours d'année. Donc on regardera la maquette financière et j'en profiterai pour on fera un point sur le panorama de ces nouveaux OPCO. Deuxième point. La troisième rupture, j'aurais tendance à dire la plus importante, c'est celle qui va concerner l'apprentissage. Alors, c'est là-dessus que se joue, à mon avis d'ailleurs, le succès ou pas de la réforme, puisque c'est là-dessus que le gouvernement met quasiment toutes ses billes en disant si dans 2 ans ou 3 ans, enfin à la fin du quinquennat ou plus tard, on fait le bilan de cette réforme-là, le premier indicateur qu'on va regarder pour savoir si elle a réussi ou pas, c'est est-ce que quantitativement et qualitativement, on a fait évoluer les choses sur l'apprentissage. Ça, c'est l'objectif principal. Et puis la dernière chose, c'est sur la monétisation du CPF. Alors on pourrait se dire, bon, c'est une rupture moyenne, il faut y voir
deux éléments dans la monétisation. Une qui est certes sur le droit des individus, donner à chacun un levier et non pas un financement complet, un levier pour un parcours de formation, mais surtout en monétisant, et vous avez la même chose sur l'apprentissage, on a voulu rompre ce lien qui existe depuis 40 ans entre la durée de la formation et son prix. La monétisation est une manière de dissocier totalement le prix de la formation de sa durée et de sa production. Et vous constaterez qu'on a exactement la même chose sur l'apprentissage, c'est-à-dire que les deux dispositifs qui sont le plus rénovés ne fonctionnent plus en finançant des heures, des volumes et de la production, mais en finançant des objectifs, c'est-à-dire de la certification. Et donc on a un changement assez complet de modèle économique, et avec des questions que ça va poser, et c'est une des sources peut-être de complexité de cette réforme-là, qui avait un objectif de simplification comme toutes les réformes, mais vous savez que cet objectif-là, on l'atteint rarement. La complexité est la suivante. Sur les dispositifs sur lesquels le gouvernement a créé du financement automatique en quelque sorte, c'est-à-dire le CPF et l'apprentissage, on peut dire, parce que les objectifs dans tous les cas sont certifiants, je paie la certification, je paie plus la durée du parcours de formation, peu importe. Quand on n'a pas des parcours certifiants, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que je prends comme référence pour payer si je prends pas la durée? Ben, déjà la question est... Et comme j'ai confié les financements à des financeurs différents, les OPCO pour l'apprentissage, la Caisse des dépôts pour le CPF, la région pour une grande partie ou l'essentiel du PIC, si j'ai des financeurs qui ont des exigences différentes en termes de financement, vous voyez la difficulté pour vous au niveau de la production après d'avoir des parcours soit multimodaux, soit multipublics. Parce que je vais intégrer des gens dans des parcours où je ne vais pas avoir les mêmes règles de fonctionnement administratif, c'est une chose, mais non plus les mêmes règles de facturation en fonction des parcours des personnes, etc. Et donc, alors on n'est qu'au début de cette évolution-là. La référence au financement horaire, c'est un peu d'histoire. Mais si les financeurs s'alignent pas progressivement sur des modes de financement qui ne prennent plus en compte la durée, ça va créer une complexité qui serait en soi, qui serait de nature à remettre en cause la liberté qu'on essaie de vous donner pour construire les parcours de formation des individus. Ceci, donc c'est les 4 thématiques que je vais développer. Comme on est au stade, on est quand même le 4 avril, donc la réforme, ça fait plus d'1 an, le projet de loi a été déposé le 26 avril, donc ça fait quasiment 1 an devant l'Assemblée, puis le cheminement, l'adoption de la loi, les textes, etc. Je vais pas vous refaire ni l'historique, ni pourquoi on a fait une réforme, et en même temps, si on peut. Mais j'ai essayé de synthétiser en une seule diapo le diagnostic et les fils conducteurs de ceux qui ont décidé de tout ça, et pourquoi ils l'ont fait, et ça peut expliquer à peu près 80% des choix qui ont été réalisés sur cette réforme-là. Et une première dimension qui faut prendre en compte, c'est que avant de faire une réforme, on fait en général un diagnostic. Ça a été fait dans ce cas-là. Et contrairement à ce qui se passe d'habitude, où c'est plutôt des gens de la formation ou du social qui font les diagnostics sur le sujet, là, ce sont des économistes qui l'ont fait. Donc le point de départ n'a pas du tout été le même, ce qui peut expliquer certaines ruptures, que celui que l'on avait l'habitude d'avoir. Et les économistes, ils sont pas partis de la formation, ils considèrent que c'est un produit intermédiaire, ils sont partis du résultat, c'est-à-dire l'emploi et la compétence. Et ils ont fait ce constat que vous voyez, mais qui sera pas une surprise pour vous, et que d'ailleurs, je regardais le PRIC Normandie, le diagnostic qui est au départ, illustre très exactement ce qui est là. C'est-à-dire qu'on nous dit, premier constat, le taux de chômage est strictement proportionnel au niveau de diplôme. Si on prend aujourd'hui la population des diplômés de l'enseignement supérieur, on est quasiment sur un taux de plein emploi. Alors on ne dit pas que c'est exactement des emplois dans les filières où les gens ont fait leurs études, mais quasiment taux de plein emploi. Bon. Donc on considère que du coup ça c'est réglé. Et vous avez là l'explication de pourquoi il n'y a plus de congés individuels, pourquoi dans l'apprentissage les taux de financement des diplômes de l'enseignement supérieur sont moins bien financés que les autres, pourquoi on réduit finalement dans le CPF les droits des salariés, pourquoi on a supprimé les périodes de professionnalisation, et on a limité les nouvelles PROA aux gens qui avaient un niveau au maximum Bac+2, parce qu'on considère que tous les gens qui sont diplômés du supérieur n'ont plus à bénéficier de ressources publiques.
n'ont plus à bénéficier des contributions des entreprises qui sont un impôt et sur lequel l'État reprend la main. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à avant, pour les gens qui auraient déjà un niveau de type licence, voire master, et qui souhaiteraient en obtenir un autre, ou se réorienter, ou faire autre chose, il n'y a plus grand-chose en termes de financement sur ce type de parcours-là, ou plus exactement, on leur dit, logique économique un peu libérale, hein, on leur dit, vous avez le CPF, donc déjà on vous aide un peu, et pour le reste, comme c'est vous qui allez récupérer les bénéfices de la formation que vous allez suivre, ça relève de l'investissement personnel. Et si vous arrivez à négocier avec votre employeur que, parce qu'il va lui trouver un intérêt, il en finance une partie, eh bien libre à vous. Mais on n'a pas à vous apporter une ressource. Et ça, c'était un des éléments de diagnostic sur le système précédent, c'est à vouloir tout financer, on manque de pertinence et d'efficacité. Donc il faut accepter de renoncer à financer certains objectifs et certains parcours pour se concentrer sur ceux qui le méritent, toujours du point de vue de ceux qui ont fait cette réforme. Donc ça, c'est le premier constat. Il faut concentrer les financements sur les premiers niveaux de qualification, parce que c'est là qu'on a le taux de chômage est plus élevé, et c'est clairement la première finalité de la formation qui est financée, encore une fois, par l'impôt. Parce qu'ensuite, ceux qui relèvent de l'investissement des entreprises, et vous voyez d'ailleurs la rupture pour les entreprises, jusque-là, on leur avait jamais dit que c'était un impôt et que donc c'est l'État qui décidait ce qu'on faisait avec. On l'avait laissé soit aux partenaires sociaux, soit directement aux employeurs jusqu'en 2015, en disant, certes, vous avez une obligation de financement, mais c'est pour vous. C'est pour vous inciter à faire de la formation, c'est pour vous donner des moyens de le faire. Là, on n'est plus du tout dans cette logique-là. Si vous payez une contribution, ça doit financer des politiques publiques. Les politiques publiques, elles n'ont de sens que si elles ont des priorités. Les priorités, ce sont celles-là, et voilà ce qu'on va financer. Et après, pour votre investissement propre, vous vous débrouillez. Et si vous considérez que la formation a de la valeur ajoutée, ben vous en faites. Et si vous considérez que c'est pas le cas et que vous pouvez faire autrement, eh ben vous n'en faites pas. Mais c'est votre responsabilité d'employeur que de le faire, un peu comme on dit aux individus. C'est votre responsabilité de savoir, à partir d'un moment, dès lors que vous avez déjà un niveau de formation, de savoir si vous faites l'investissement en temps et en argent supplémentaire ou pas. Donc ça, c'est le premier diagnostic. Et il y en a un second, qui est que la mobilité géographique est inversement proportionnelle au niveau de diplôme, et que pour la mobilité professionnelle, du coup, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus j'ai un diplôme qui est peu élevé, donc du coup, plus j'accède à des emplois qui sont peu rémunérés, et plus mes limites géographiques, évidemment, sont restreintes. Ça va de soi. Et du coup, j'ai une mobilité professionnelle supérieure. Et ça va expliquer, alors pourquoi, sur la formation des demandeurs d'emploi, on travaille avec les conseils régionaux, parce qu'on considère que cette politique-là, elle est forcément territoriale, que l'approche macro, elle est dépourvue de sens. Dire on a 3 millions de chômeurs d'un côté, 500 000 emplois non pourvus de l'autre, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas avancé d'un pouce, parce que on n'a pas d'adéquation particulière, et que ça se raisonne au niveau des territoires. Quand on a des gens qui ont une aire de vie professionnelle sur 20-25 kilomètres, les déséquilibres macroéconomiques n'ont strictement aucun sens. Il faut regarder concrètement sur chaque bassin d'emploi. D'où l'approche par le PRIC, et d'où la réforme aussi des OPCO, qui n'est pas le énième regroupement des OPCA pour gagner en économie d'échelle, en taille plus grande, plus facile à contrôler, etc. Pour une fois, on n'est pas dans cette logique-là. On est dans la logique de dire toutes les branches qui peuvent avoir des passerelles entre elles doivent travailler ensemble pour justement, sur les bassins d'emploi, arriver à faire des parcours interbranches et pas s'enfermer dans la verticalité, parce que l'emploi, il est au niveau du territoire, il n'est pas au niveau de la branche. Et donc, ce que l'État est en train de faire avec les OPCO, qui s'accompagnent par ailleurs à marche un peu rapide, d'un regroupement et de fusion de branches professionnelles, c'est de dire, il me faut des branches professionnelles plus larges pour pouvoir gérer les parcours sur les territoires interbranches et non pas enfermés dans des logiques un peu verticales où personne ne dialogue avec personne. Donc le but des OPCO, là, c'est pas de dire vous allez avoir une taille supérieure où je vous impose des contraintes supplémentaires, c'est dire des gens qui ne travaillaient pas forcément ensemble, on va les obliger à travailler ensemble. Alors la question, c'est quand on oblige les gens à travailler ensemble, vous voyez, c'est un peu comme les mariages forcés, des fois ça fonctionne, mais quand même assez rarement, parce que le point de départ est pas toujours le meilleur. Donc on va voir ce que ça donne de ce point de vue-là, on peut faire de paris. On voit quand même des choses assez positives dans la mise en place des OPCO, mais il y a des endroits où ça coince, et c'est pas sûr que ça décoince si rapidement que ça. Je ferai un petit tour d'horizon tout à l'heure. Donc
c'est sur la base de ces diagnostics-là qu'ont été pris à peu près tous les arbitrages qui ont été adoptés ces derniers mois. Et je me place directement, c'était le diagnostic de départ, je me place directement à l'arrivée. À l'arrivée, si on veut savoir cette réforme, si elle a marché ou pas, ce que l'on va regarder, c'est ça. En premier, l'apprentissage, est-ce que les choses ont bougé ou pas? Deuxièmement, est-ce qu'on a vraiment réussi à avoir plus de formation pour les personnes les moins qualifiées? Et est-ce qu'on a réussi aussi à basculer, ça c'est un petit peu plus général, sur une culture de la compétence et non plus une culture de la formation? Hein, vous remarquerez, plan de développement de compétences, opérateur de compétences, France compétences, etc. Donc une espèce de litanie de la compétence. C'est pas par hasard. J'ai fait, peut-être que certains d'entre vous y ont participé, fait avec la Fédé de la formation professionnelle, un Tour de France, qui en Normandie a fait étape à Caen, où on réunissait, au-delà des adhérents d'ailleurs, les organismes de formation, etc. Et on demandait aux gens de caractériser la réforme avec quelques mots-clés. Et en 11 étapes, le mot formation a dû apparaître 2 fois de manière très peu soutenue, quasiment pas. Et c'est pas par hasard. L'objectif, c'est une sorte d'aporie de la formation par extension de son champ. Je ne sais pas si c'est clair comme formule, je vais le concrétiser tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on essaie de faire que plus de choses fassent formation. Et on s'intéresse et on norme assez peu l'action de formation. On retrouve ça dans la définition, je l'ai dit, je vais y revenir, mais on retrouve ça aussi dans le référentiel qualité. Le référentiel précédent était très centré sur l'acte de formation. Le référentiel nouveau, il est très centré sur l'amont et sur l'aval, et pas tellement sur ce qui se passe pendant. Je considère que c'est pas là-dessus qu'il y a le plus d'enjeux. L'amont, comment je sélectionne des gens, comment je sais qu'ils sont au bon endroit, comment je vérifie qu'ils ont bien le niveau pour suivre utilement la formation, etc. Et l'aval, quels sont mes résultats, comment je fais pour les amplifier, comment j'évalue moi-même le travail que j'ai fait, etc. Si vous regardez le référentiel qualité, les nouveaux items, ils sont très centrés sur ces 2 temps-là, et le temps finalement de la production est beaucoup moins le cœur de ce référentiel qualité. Alors, version positive, on pourrait dire on vous fait confiance, c'est votre métier, vous maîtrisez très bien tout ça, et on vous porte sur les bouts de la chaîne, et une version un peu plus low cost, ce serait de dire, en fait, on s'en fout de la manière dont vous y prenez, le principal, ce qui compte, c'est le résultat. Hein, prenez la version que vous voulez. Est-ce que, avant de rentrer dans est-ce que sur ce diagnostic, vous avez des remarques ou des réflexions, ce résumé un peu rapide de pourquoi on fait la réforme et de quelle manière on arbitre ce qui se passe à ce stade-là? Vous voulez déjà réagir? Non? Gardez vos... oui? Non? On y va? Après? Allez, après. Vous ferez passer le micro. Alors, première chose, du coup, la question se pose, de quoi la formation est-elle le nom? Qu'est-ce qu'on met derrière ce vocable? Et ça, c'est l'état de l'amphi cet après-midi, après le repas. Oui, ça, on est quand même pas la première étude qui dit les élèves s'ennuient. Comment on fait pour que ce soit moins le cas? Alors, la question ne se pose pas que pour les élèves ou que pour les étudiants, elle se pose pour tout public en formation. La loi est manifestement dans la promotion de 2 choses. Des méthodes pédagogiques plutôt proactives, impliquantes pour les individus, et j'y reviendrai peut-être en synthèse, parce qu'il y a un fil conducteur. On favorise tous les systèmes de formation, tous les dispositifs pédagogiques qui rapprochent la formation du travail. La promotion de l'alternance globalement et de l'apprentissage en particulier, c'est aussi parce qu'on fait le diagnostic, je le dis, mais ils n'ont pas besoin de moi pour avoir fait ce constat-là, pour les proviseurs qui seraient là, considère que si demain, dans les lycées, dans les universités, mais dans n'importe quel appareil de formation, on a les mêmes jeunes, mais on en a moins sous statut scolaire étudiant et davantage en contrat d'apprentissage, c'est déjà un succès. Le seul fait d'avoir changé le mode de suivi des études. Pourquoi? Parce qu'on considère que la pédagogie de l'alternance est une pédagogie plus efficace en termes d'acquisition de compétences et en termes ensuite de résultats d'insertion. Donc les 2 objectifs que l'on tant pour l'accès à la certification que pour l'insertion professionnelle. Les 2 objectifs. Donc vous avez une promotion générale
de l'alternance et des formations très articulées au travail, qui est aussi basé sur des études qui ont été faites notamment par le CEREC, et qui vous disent sur les stages courts de formation ou sur les formations qui sont très centrées, enfin extérieures à l'activité, le taux de déperdition, c'est 50% des acquis disparaissent en 15 jours, 3 semaines. Et donc, on dit l'alternance, c'est aussi le moyen, ou les processus fragmentés d'acquisition des compétences, c'est aussi le moyen de consolider, de conforter des acquisitions de manière à ce qu'elles soient plus durables. Et vous retrouvez exactement la même chose dans la formation en situation de travail, c'est-à-dire de s'appuyer sur les situations de travail pour développer des formations. Et il y a aussi ce fil conducteur, mais qu'on retrouve aussi dans la réforme du lycée par certaines dimensions, qui s'appuie sur les travaux de la NLCI, qui dit on n'oppose pas, moi je suis frappé parce que je travaille beaucoup en ce moment avec les CFA, parce qu'évidemment les CFA sont quand même assez perturbés par la réforme. Et inévitablement dans les CFA vous avez les profs d'enseignement général, les profs d'enseignement professionnel. Et les profs d'enseignement général disent nous allons être les sacrifiés de cette réforme-là, il n'y a plus de place pour l'enseignement général, on va faire que du professionnel, etc. Mais en fait, raisonner par opposition de cette manière-là est quand même un peu réducteur, puisque, et c'est ce qu'on nous dit sur la lutte contre l'illettrisme notamment depuis des années, accéder au savoir de base par le fil conducteur du professionnel est en moyenne plus efficace que si on le fait de manière plus traditionnelle. Bon, et donc c'est ça qui est un des éléments dans la professionnalisation ou la notion de compétence. La notion de compétence n'est restrictive par rapport à l'enseignement général, voire même à la culture, que si on a soi-même une définition restrictive de ce qu'est la compétence. Vous voyez ? Si j'en ai une définition un peu large, c'est-à-dire la capacité à exercer toute activité professionnelle, quelle qu'elle soit, évidemment, dans les activités professionnelles, il y a de la place pour de la culture, il y a de la place pour du savoir, il y a de la place pour... Vous voyez, je suis pas... Réduire la compétence à un savoir-faire est évidemment une définition qui ne correspond pas à la réalité et qui correspond même pas aux attentes majoritaires de la part des employeurs qui vous demandent pas de leur mettre dans les mains des gens qui auraient des modes d'emploi applicatifs qu'ils réciteraient, mais qui plutôt des gens plus autonomes, qui soient capables de s'adapter à tout, à qui il faut pas dire toutes les 5 minutes ce qu'ils doivent faire et qui sont capables de réfléchir sur des situations. Donc alors ça pour en venir à la redéfinition. Il y a un challenge pour les futurs réformateurs, puisque tout gouvernement nouveau est un réformateur en puissance, qui va devoir quand même s'atteler à ça. Si on veut faire plus court dans la définition de l'action de formation, je sais pas, on peut lancer un concours pour savoir qui pourrait trouver une définition plus rapide de la formation. 2 éléments, des objectifs professionnels, donc la compétence au sens où je viens de l'indiquer, c'est-à-dire la capacité à réaliser une activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Donc le champ est vaste. Et derrière, un processus pédagogique qui organise les apprentissages. Ce que traduit cette définition, je pourrais le dire comme ça, c'est une définition qui était précédemment plutôt dans une logique de transmission, et celle-ci est plutôt dans une logique d'acquisition. Donc il s'agit moins de savoir comment transmettre que de savoir comment faire acquérir. Du coup, on va libérer la formation de 2 éléments. Alors quand je dis libérer, je fais une restriction, c'est potentiellement. C'est-à-dire que si on veut continuer à le faire, il n'y a aucun problème, évidemment. Mais ce n'est plus un passage obligé. Les 2 éléments structurants, j'ai mis le modèle anglo-saxon du 70-20-10, c'est-à-dire comment on acquiert les compétences qui sont les nôtres, c'est-à-dire tout ce qu'on sait faire, tout cela aujourd'hui, d'où ça vient. Alors, c'est ce que nous dit l'université de Princeton qui nous dit ça vient de ce que l'on a fait à 70%, on parle là sur une carrière professionnelle, ça vient à 20% des autres et à 10% des formations formelles que l'on a pu suivre. C'est pas tellement une question de pourcentage, c'est une question, et c'est une question qui se pose pour les entreprises particulièrement, c'est de quelle manière je vais développer les compétences des salariés, en les mettant en situation, en leur faisant faire, en les accompagnant, etc., en les faisant travailler avec d'autres, en les envoyant en formation. C'est quoi la bonne réponse? Et je pense que la bonne question, c'est plutôt comment on articule tout ça plutôt que d'être dans des systèmes d'opposition. Il ne s'agit pas, bien sûr, de dire la mise en situation est meilleure que l'envoi en formation. La question est de savoir, en fonction des compétences, comment je dose chacune de ces modalités et comment je les articule au mieux. Et donc la traduction
c'est deux disparitions potentielles. Donc j'insiste sur le potentiel. Deux disparitions potentielles. Première disparition, le formateur. Dans la nouvelle définition de l'action de formation, elle n'est plus organisée autour du formateur. Alors, je vous refais pas est-ce que c'est le prof qui est au centre de la classe ou est-ce que c'est l'élève ou l'étudiant, hein, mais c'est exactement, malgré tout, cette traduction-là. Et on me dit, ça doit être l'apprenant qui est au centre du dispositif. Donc lui, évidemment, il est indispensable. Celui qui l'accompagne, il peut avoir des postures très différentes. Soit il est toujours en posture de transmission, il a une expertise qu'il essaie de partager, soit il est en posture de faire acquérir, et il est en accompagnement, il est en conseil, il est en intervention, il n'est pas forcément en situation de production. Et ce dispositif-là, on peut le faire de différentes manières. Donc, le formateur comme élément indispensable de l'action de formation, pas l'humain, hein, parce que je peux avoir des formations où les gens, finalement, je leur passe des commandes, je les mets en situation, je les fais travailler, et j'ai un accompagnement pédagogique, mais les acquisitions ne passent pas par l'accompagnement pédagogique. C'est-à-dire que je peux avoir un tutorat pédagogique non expert. Donc il y a toujours de l'humain, c'est-à-dire qu'on est toujours sur sans humain, il n'y a pas de formation, et au minimum, l'humain s'occupe de la cohérence du parcours pédagogique, mais pas forcément de transmettre quoi que ce soit. Donc ça, c'est une première dimension. Et puis la deuxième, et vous pourrez constater, si vous regardez d'ailleurs le référentiel qualité, enfin le futur référentiel qualité national, que vous ne retrouvez pas à l'intérieur, c'est au moins cohérent avec la loi, la notion de programme de formation. Ça a disparu. On lui a substitué la notion de contenu. Notion de contenu parce que au sens de quelles sont les activités dont sont composées la formation. Et ces activités-là peuvent être évidemment très diversifiées. Mais je n'ai plus de programme. Et si on veut individualiser les parcours, vous voyez, si tous autant que nous sommes, là on se donnait le même objectif. Ce serait pas très cohérent que nous suivions tous le même cursus et le même parcours. Nos points de départ sont tous différents, on est tous atypiques de ce point de vue-là. Et donc, si je voulais, pour un même objectif, créer pour chacun de nous un parcours de formation, j'aurais donc la notion de programme au sens collectif du terme n'a pas beaucoup de sens. Ça peut en avoir davantage sur un parcours de formation initiale, on va dire, où les gens sont un petit peu plus vierges d'activités, d'expériences, etc. Donc de constituer des corpus communs, ça peut avoir du sens. À partir du moment où on travaille avec des adultes, qui ont tous des expériences différentes, des acquis différents, qui occupent des emplois différents, à des endroits différents, qui sont dans des contextes diversifiés, si on veut personnaliser, la notion de programme n'a plus de sens. J'ai des ressources, j'ai un objectif, et les gens peuvent utiliser des ressources, ce que vous faites dans les APP depuis des années et des années, quoi. Enfin, c'est pas, il faut pas voir dans cette loi que de l'innovation. C'est juste qu'on essaie de mettre le cadre réglementaire en adéquation avec des pratiques qui peuvent elles-mêmes être diversifiées et ne plus renvoyer à un schéma un peu standardisé ou un peu unique, avec un format assez classique. Et il nous reste donc les deux éléments, le parcours pédagogique et les objectifs professionnels, ce qui me laisse énormément de liberté d'ingénierie. Et alors, c'est ce qu'on est en train de dire aux responsables formation d'entreprise en disant vous aurez moins d'argent. Donc parfois on résume la réforme pour les entreprises en leur disant moins d'ingénierie financière, plus d'ingénierie pédagogique. Une fois qu'on a dit ça à un responsable formation qui a plus de budget, on est bien avancé. Mais il n'empêche que c'est quand même ça la traduction. Ça veut dire essayez de trouver dans les ressources dont vous disposez déjà les solutions plutôt que d'avoir du clé en main. Et vous voyez la posture déjà là-dessus pour un organisme de formation extérieure. Qu'est-ce que j'apporte? J'aide les gens à construire chez eux, je leur apporte donc de l'ingénierie, ou je leur apporte le support pour pouvoir faire la formation. Vous voyez, si on prend sur la formation en situation de travail. Formation en situation de travail, il y a beaucoup de gens qui le traduisent ou qui pensent que c'est synonyme de formation interne. Pas du tout. Ça peut être fait par vous, bien évidemment. Et d'ailleurs, on pourrait y trouver un intérêt particulier à le faire avec vous, parce que ça donnerait un support beaucoup plus pratique lorsque la formation en situation de travail n'est pas mono-entreprise. Ce qui n'est évidemment pas exclu. C'est pas parce que je fais une formation en situation de travail que la situation de travail, je la trouve forcément sur place. Si je veux organiser le fait que des salariés d'une entreprise passent 2-3 jours, ou 5 ou 10, ou plus, pour acquérir des compétences qui justement n'existent pas dans leur entreprise,
ailleurs. Et qu'éventuellement on puisse faire un peu de fertilisation croisée. Et vous voyez ce qu'on pourrait organiser au niveau d'un territoire, c'est de la gestion de ressources. Qui est prêt à partager quel type de compétences et donc à accueillir, en contrepartie quand même j'ai du travail, j'ai quelqu'un qui travaille mais qui est en situation, qui est prêt à accueillir et qui aurait besoin de former, de mettre les gens en situation et ne serait pas forcément dans une logique parce que c'est pas ça que demandent les gens principalement, parce que c'est pas le plus attractif, parce que ce serait mieux pour eux comme modalité d'organisation ou pédagogique, serait prêt finalement à avoir un séjour ailleurs. Eh bien, si je suis capable d'organiser des réseaux d'entreprises de cette manière-là, qui peuvent échanger parce qu'elles n'ont pas de frein du point de vue concurrentiel, du point de vue confidentialité, etc., je peux développer une activité. Les entreprises pourraient le faire seules, mais vous voyez que c'est quand même moins pratique si elles le font elles, parce qu'elles n'ont pas de support, pas de support d'action de formation, elles sont pas, c'est plus de la formation interne, donc le relais d'un prestataire est évidemment bienvenu pour faire ça. C'est d'ailleurs quelque chose que les OPCO pourraient développer, puisqu'ils sont eux en situation, sur leur champ, d'essayer d'identifier. Alors j'y reviendrai parce qu'on a à peu près la même logique et les mêmes objectifs sur la question de l'apprentissage, de développer des réseaux de ressources plutôt que de rechercher toujours de l'investissement. Je reviens pas sur il y a une partie, puisque le support est à votre disposition, il y a une partie un peu documentaire, donc je vais pas forcément commenter toutes les diapos. Voilà ce que ça donnerait, si vous voulez, un schéma d'organisation ou une présentation de l'action, les objectifs, le contenu avec la diversité des activités que je peux mettre, et c'est évidemment pas exhaustif, à l'intérieur, les moyens humains d'accompagnement dans lesquels je peux avoir un formateur au sens classique du terme ou pas, et ensuite des modalités de réalisation et d'évaluation, enfin un calendrier de réalisation et une évaluation. Bon, là-dedans, vous voyez que la durée, et d'ailleurs dès que vous faites du multimodal, la notion de durée n'a plus de sens. Dès que je mets des ressources à disposition des gens et qu'ils peuvent les utiliser autant qu'ils veulent, c'est quoi la durée de la formation? D'abord, c'est plus la même pour aucun des participants, c'est plus la même, et elle peut varier dans des proportions qui peuvent être... C'est pour ça qu'on vous dit, votre responsabilité pédagogique, c'est de donner des durées estimées, qui est à la fois un repère pédagogique et encore pour certains dispositifs, la base sur laquelle on va vous financer, mais c'est pas forcément du tout la durée réelle. La durée réelle, elle peut être inférieure à ça, elle peut être supérieure, largement supérieure, ça dépend de la manière dont j'ai organisé, le process. Donc, on a souhaité ici que le cadre réglementaire ne soit pas un frein au développement de formations multimodales, diversifiant autant que faire se peut les modèles et les formats pédagogiques et permettant à chacun, à l'intérieur d'un cadre commun, de tracer finalement un parcours qui pourrait être personnalisé ou individualisé. On a donné une reconnaissance particulière à la formation en situation de travail. Je vous ai indiqué pourquoi. Parce qu'on pense que la situation de travail, en fait, on pense que la formation informelle, c'était le modèle américain, représente une très grande part de la formation et on souhaite la voir émerger, la structurer, l'organiser à partir de ça. Dire ce que vous faites naturellement, mettez-le dans un cadre, vous allez gagner en qualité dans la manière de le faire. Et puis on a libéré aussi la question de la formation à distance, mais c'était déjà quasiment le cas précédemment. Je vais faire une petite conséquence, malgré tout financière. Vous savez que la formation fait l'objet d'une disposition particulière en matière de TVA, qu'on peut bénéficier d'une exonération. Et que chaque fois qu'on travaille avec des gens qui ne sont pas assujettis à la TVA, évidemment, ça a un sens. À partir du moment où j'élargis la définition de l'action, j'élargis le champ d'exonération. Je vais prendre un exemple simple de quelque chose qui ne rentrait pas très bien dans le format formation, même si on le faisait dans ce cadre-là, mais enfin on bricolait un peu, et qui aujourd'hui ne pose plus aucun problème. Quand vous faites, ça se fait beaucoup dans le secteur sanitaire et social, quand vous faites de l'analyse de pratique. L'analyse de pratique, il n'y a pas de programme. Il y a une méthode. Il y a des objectifs. Bon, si je voulais le faire rentrer dans le format formation, et parfois on avait des discussions sans fin avec les OPCA pour le financer, etc., je bricolais un programme. C'était un peu artificiel. Voilà.
Bon, j'ai plus besoin de tout ça. Je dis méthode pédagogique, analyse de pratique, intervenant, un animateur, un objectif professionnel, voilà. Et du coup, cette action-là, elle est de plein droit exonérée. Ça veut dire que je gagne quand même 20% sur son prix pour des gens qui sont majoritairement sur des secteurs non assujettis à la TVA. Donc c'est l'effet ricochet, mais malgré tout, par rapport au public non assujetti à la TVA, il y a beaucoup plus d'actions que par le passé qui peuvent bénéficier de ce champ, parce que je peux mettre l'étiquette formation à l'intérieur. Allons au-delà. On a transformé, mais c'est la conséquence de ce que je viens de dire, on a transformé les plans de formation des entreprises en plans de développement de compétences. Alors est-ce que c'est du gadget? On change les mots, mais on change pas les contenus. En réalité, l'objectif est de dire non seulement vous pouvez travailler avec une définition élargie de l'action de formation, mais en plus, vous pouvez utiliser toujours des moyens qui ne sont pas de la formation, mais qui contribuent quand même, qui rentrent toujours pas dans la définition, mais qui contribuent quand même à développer les compétences de vos collaborateurs. Et c'est intéressant que vous les gériez de manière explicite et formelle, parce que l'explicitation est considérée comme une condition de l'acquisition réelle des compétences. Vous voyez, le fait que les gens conscientisent qu'ils sont dans un processus d'apprentissage, quel que soit le format, c'est ça ce que j'appelle développer une culture de la compétence. C'est dire, le nombre de situations qui permettent de développer les compétences sont très élevés. Le plus souvent, c'est pas géré, c'est informel, etc. Il faut amener les gens à, finalement, se projeter dans des objectifs d'acquisition, quelles que soient les modalités. Donc on invite les entreprises à avoir une vision élargie, ce qui, c'est loin d'être exhaustif, fait que du coup, je pourrais avoir une multiplicité de modalités. L'analyse de pratique, j'en parlais tout à l'heure, mais les groupes de résolution de problèmes, la supervision, les retours d'expérience, l'immersion, etc., tout ça peut rentrer dans le champ de la formation. Alors, je vais faire une première conclusion que je reprendrai cet après-midi en synthèse, et qui concerne notamment l'activité. Alors, cette définition de l'action concerne évidemment tous les dispositifs. Tous. Que ce soit de l'apprentissage, que je sois sur du certifiant CPF, que je sois sur des plans de développement de compétences d'entreprise, je travaille avec la même disposition. Donc ça veut dire que les modalités pédagogiques, diversifiées, ouvertes, etc., ça peut fonctionner avec tout. Et la question qui pourrait se poser aujourd'hui pour une entreprise, c'est compte tenu du fait que je vais avoir beaucoup moins de ressources disponibles dans l'OPCA. Et que je vais donc me financer moi-même une plus grande partie de ce dont j'ai besoin. Le fait de mettre l'étiquette formation sur ce que je vais acheter, quel est l'intérêt? Que je le mette ou pas? Alors, pour y avoir l'intérêt financier de la TVA, que j'indiquais tout à l'heure, pour ceux qui ne sont pas assujettis, ou pour y avoir l'intérêt des obligations sociales, former les gens au moins une fois tous les 6 ans, bon, mais une fois que j'ai fait ça, une fois, c'est fait. Ensuite, que je sois dans la case du bas, on fait du développement de compétences, ou la case du haut, on fait de la formation, ça ne change pas la vie. Et la question qui va se poser pour vous, c'est, comme pour les responsables formation, c'est quoi le périmètre de votre activité exactement? Vous voyez, la Fédération de la formation professionnelle envisage de changer de nom. Elle considère que formation, c'est trop court pour rendre compte de l'activité de ses adhérents. C'est trop enfermant. Ça ne rend pas compte de la diversité des prestations. Et si je regarde ça, si vous me dites je suis un organisme ou un établissement de formation, en fait, je ne sais pas ce que vous faites. Ça peut renvoyer à des prestations de nature extrêmement diversifiées. Alors on est plutôt sur des organismes ou des acteurs du développement de compétences, etc. Je pense que la FFPA quand même va garder formation, parce qu'elle a du mal à s'en détacher, mais parle plus d'entreprises de formation que d'organismes de formation, pour ce qui la concerne, ça peut se comprendre, mais la question va se poser, les frontières sont où? Et moi je vois les responsables formation, alors plutôt d'entreprises grandes ou moyennes, mais qui se disent, mais c'est quoi la frontière de mon métier? Jusqu'où je vais? Est-ce que c'est moi qui m'occupe de l'intégration des personnes quand elles arrivent? Est-ce que c'est moi qui m'occupe de parcours professionnels qui ne sont pas forcément des parcours de formation, mais qui contribuent à développer les compétences? Où est la frontière entre le managérial et celui qui s'occupe du développement de compétences, etc. Donc on a un réengineering potentiel. Avant, le responsable formation, c'est celui qui s'occupait des actions de formation. Si je bascule sur une logique de compétences, je suis plus du tout dans ce schéma-là. Donc il y a un recalage des frontières de la formation dans l'entreprise, et
évidemment, il y a la question de vous, là-dessus, vous êtes sur quoi exactement. Et encore une fois, c'est une question qui doit transcender les dispositifs. Et on voit d'ailleurs déjà sur l'apprentissage des gens où formation en situation de travail plus e-learning, etc. Enfin, les jeunes, ils voient plus beaucoup le CFA. Ça n'empêche pas d'avoir un process d'apprentissage. Après, on jugera sur les résultats. C'est pas la question n'est pas dans l'organisation. C'est est-ce que cette organisation-là, elle est efficace et elle conduit à des résultats pertinents ou pas. Ça c'est donc le casse-tête et le résumé pour les gens qui ont dit vous aurez moins d'argent donc il va falloir être plus créatif. C'est un peu gaulois, hein, c'est le syndrome Astérix. Il va falloir être plus malin que les autres vu que vous aurez un petit peu moins de ressources. Et la dernière chose que je voudrais dire là-dessus, c'est que on a malgré tout pas, on n'est pas revenu sur cette logique du tout certifiant, c'est-à-dire que on garde une priorité très forte à la certification professionnelle reconnue. On a rénové le système de création des certifications, tant pour le RNCP que pour le répertoire spécifique, donc les certifications non diplômantes. C'est plus ouvert, c'est plus accessible. Dans un premier temps, donc, ce sera plus souple. Le rôle qu'on donne ensuite à la commission de France Compétences qui a récupéré la gestion de la certification, ça va être, et je pense que ça va être son gros travail, certes filtre à l'entrée, mais surtout mise en cohérence des certifications. Et ça, c'est un travail de dans 2-3 ans, le temps qu'ils se mettent en ordre de bataille. Mise en cohérence des certifications, c'est-à-dire que viendra le moment où on dira aux gens, à partir du moment où on a plusieurs certifications positionnées sur des mêmes métiers ou sur des mêmes compétences, entendez-vous entre vous pour n'en créer qu'une, ou créez des passerelles et reconnaissez-vous mutuellement les uns les autres. Bref, facilitez la vie des gens qui ont et ne gérez pas chacun pour votre chapelle. Donc ça, on le dira sans doute, et comme une condition pour pouvoir créer des certifications nouvelles. C'est-à-dire qu'on ne prendra pas la certification si on n'a pas des passerelles, et on imposera à des certificateurs d'avoir des passerelles et des reconnaissances avec d'autres certifications. Mais ça, c'est un projet plutôt de moyen terme, hein. On n'en est pas encore là tout de suite. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas ce rôle coercitif. La CNCP n'a jamais joué ce rôle-là en disant « je vous oblige à reconnaître les autres, etc. » C'est inscrit dans les compétences de la commission nationale de la certification qui est donc devenue intégrée à France Compétences aujourd'hui. Bon, vous trouverez les procédures. Conclusion sur cette première thématique. Question qui va se poser pour un organisme. C'est tout d'abord, en fonction des publics auxquels je m'adresse, des personnes que je forme, des objectifs que je poursuis, quelles sont les modalités pédagogiques les mieux adaptées? Quelles sont aussi les modalités d'organisation les mieux adaptées? Vous savez, quand on regarde les TPE, PME, premier frein à la formation, c'est pas l'argent, c'est le temps, c'est la disponibilité. Donc, ce que l'on me dit aussi, c'est on n'est peut-être pas obligé de sortir les gens de leur situation de travail pendant 2, 3, 4, 5 jours pour les former. On peut peut-être envisager des modalités différentes. Et donc, du coup, se pose la question 1, qu'est-ce qui sera attractif pour les personnes en question par rapport aux manières qu'elles ont d'apprendre, par rapport à leurs habitudes? Qu'est-ce qui sera compatible avec leur organisation? Qu'est-ce qui sera adapté à ce dont elles ont besoin? Donc, ça, c'est la question, comment je m'adapte au public et je suis attractif. Après, la question, quand même, est-ce que je suis sur les modalités les plus efficaces? Celles qui fonctionnent le mieux, celles qui donnent les meilleurs résultats. Comment je construis l'équilibre économique? Et puis, est-ce que je suis capable, moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis capable de faire pratiquement? Quelles sont mes capacités de production, de modalités diversifiées de formation? Et là, je pense qu'il y a un enjeu de proposer aux individus et aux entreprises des modalités de formation qui soient pas diversifiées pour le plaisir, mais pour les adapter concrètement à leur possibilité réelle de suivre ces formations avec ce qu'ils sont, c'est-à-dire avec leur manière d'apprendre aussi. C'est-à-dire plutôt d'aller sur leur terrain que de les amener sur le nôtre. Et c'est à partir de cette quadrature du cercle-là que on peut réfléchir à quelle est l'offre de formation finalement qu'il faut que je développe aujourd'hui. Alors je mettrai juste un petit bémol là-dessus. C'est qu'il faut pas aller plus vite que ses clients. Et ouais, il faut faire attention quand même à ça, parce qu'on a vu des offres extrêmement innovantes, très
avec des belles ingénieries, etc., qui ont pas trouvé leur public, qui ont pas trouvé preneur. Hein, donc ne nous emballons pas. On a encore beaucoup de réflexes. Les habitudes sont ce qu'elles sont. Elles ne se changent pas du jour au lendemain, etc. Simplement, on vous ouvre le cadre, on vous donne plus de liberté, plus de capacité de proposition. Après, les premiers qui s'y engouffrent sont évidemment les premiers à bénéficier des opportunités.